Messieurs, dames, bonsoir tout le monde. Séance spéciale conte, nous sommes au cinéma à l'Élysée de Limoux, donc on commence notre deuxième année d'animation ciné-conte. Soirée organisée par l'association de Limoux Des mots pour rêver. Donc vous allez voir Raphaël qui est présent, vous avez notre présidente qui est au premier rang qui filme, nous avons Marine, Aurore Cristalline, qui est l'artiste qui a fait les tableaux que vous allez voir pendant cette soirée. Voilà, alors on veut proposer depuis un an une action qui puisse toucher un large public. Et cette année, on a trouvé une autre idée. Alors on a été aidé effectivement par la DRAC, la communauté de communes du Limousin, des Pyrénées-Audoises, et ça nous permet de vous offrir cette soirée, qui est une soirée d'introduction à notre conte, à notre ciné-conte, avec une mention spéciale à un grand monsieur du film d'animation, Jean-François Laguilloni. Donc ce soir, on va commencer par Le Tableau. On a choisi ce film parce que dans l'association, nous avons une jeune artiste de talent qui fait des tableaux. Et à partir d'un tableau, nous avons proposé un concours de création d'histoire. Voilà. Et on a un conteur qui va vous présenter tout ça. Donc moi, je suis là juste pour présenter un peu la soirée, qui va se passer un peu en 3 temps. Premier temps, je vais vous introduire le conteur qui va lui-même vous conter une histoire inspirée de tableaux peints par Aurore Cristalline. Après, je vous ferai une courte présentation du film qui dure 1h15. Après, je vous invite à rester de façon à faire en sorte que quand on voit un film, on ne soit pas juste passif, mais on soit aussi acteur, en sens que ce film, c'est des images qui nous parlent de façon métaphorique d'un sujet. Donc ça veut dire que les contes, ce n'est pas uniquement pour les enfants, c'est aussi pour éveiller la conscience des adultes. Donc, dans le cadre de ce travail, nous allons élaborer ensemble un certain nombre de réflexions. Il y aura aussi quelques petites questions, des questions de compréhension, des questions assez basiques. Il y aura 3 questions qui vont vous permettre de gagner des revues. Voilà. Alors, j'en ai à peu près fini. Juste pour vous expliquer le choix qu'on a fait depuis 2023, où on a commencé par un film de Tom Moore. On a vraiment voulu se centrer sur le cinéma d'animation. Alors le cinéma d'animation, pour vous dire que c'est quand même le 7e art bis, c'est-à-dire c'est un monde à part dans le cinéma. Le premier film d'animation, d'ailleurs, il a lieu avant l'invention officielle du cinéma. C'est Émile Reynaud et son théâtre optique en 1892. Le cinématographe Lumière, c'est 3 ans après. Donc le film d'animation était presque le premier. Et on a aussi les fantasmagories d'Émile Coll. Et on va réfléchir aujourd'hui, fantasmagorie, c'est l'idée que derrière le mot image, si je change les lettres, je forme le mot magie. Et le film qu'on va voir ce soir va vous montrer comment l'image peut convoquer une forme de magie. Et donc, bien entendu, le film d'animation, aujourd'hui, la plupart des gens qui sont sur les plateformes vont dire bah, c'est les films de Disney. Alors, bien entendu, mais on a oublié Mesmer, on a oublié Tex Avery. Et heureusement, il y a eu la vague d'animation, mais cette vague d'animation japonaise, elle a un peu tout emporté. Alors, on a des grands auteurs, on a les studios Tezuka dès 1913, on a les studios Ghibli, les films de Miyazaki. Donc, on a choisi exprès, dans ce ciné-club, de ne pas passer du Miyazaki, de ne pas passer du Disney. Non pas parce que c'est pas bien, mais parce que globalement, c'est des choses qu'on a tous déjà vues. L'idée, c'est de se focaliser sur des réalisateurs, alors pas forcément français, puisqu'on a passé des très beaux films de Tom Moore, dernièrement, Le Chant de la Mer, on en repassera peut-être d'autres. On a passé des très beaux films de Grimaud, Le Roi et l'Oiseau, et vous allez voir que le film qu'on a ce soir, ce film n'aurait pas existé si un monsieur qui s'appelle Paul Grimaud n'avait pas fait un petit film qui s'appelle Le Berger et le Ramoneur. Et ce film, qui a été énormément difficile à monter, a produit un certain nombre de volontés de la part d'auteurs, de créateurs, de créer des films. Et c'est le cas de Folimage, de La Fabrique. Alors, il n'y a pas vraiment en France de studio d'animation. Ça a toujours été galère de monter un studio. Ce soir, on va parler de Jean-François Laguilloni. Et Jean-François, il a créé un studio dans les Cévennes, il s'appelle La Fabrique. Jean-François Laguilloni est toujours présent. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et comme on est dans les contes, je vous propose d'accueillir le conteur de l'association Des mots pour rêver, Raphaël, qui va vous parler de notre concours. Raphaël, à toi. Alors effectivement,
Cette année, pour les Miroirs du Conte, l'association a l'idée de faire un concours de création d'histoire. Partant d'une idée du projet des 2 précédentes années où nous avons créé un court-métrage avec un groupe de jeunes, à partir d'une image, d'une illustration d'un auteur de bande dessinée. Cette année, nous partons d'un tableau peint par l'artiste Aurore Cristalline et nous allons inviter les habitants du territoire à venir créer une histoire que leur inspire ce tableau. Il y aura bien évidemment 5 prix avec des remises de lot, un jury composé de conteurs, de conteuses et de bibliothécaires du territoire. Par exemple, il y a Guigo, par exemple, là-bas, qui fera partie du jury, et Cathy qui est à côté d'elle, voilà. Elles sont gentilles. Et c'est à droite, ça peut être. Ouais. Voilà, donc le concours commence officiellement aujourd'hui, ce soir. Il aura lieu jusqu'au 7 mars parce qu'il faudra bien évidemment que le jury lise. Donc on s'est dit on va laisser une vingtaine de jours à notre cher jury pour lire les histoires que vous allez leur proposer. C'est bien évidemment tout public à partir du moment où l'on sait écrire. Et il y aura 5 catégories, une catégorie jeune, une catégorie enfant, jeune ado, ado jeune adulte, adulte de plus de 26 ans, et un prix d'originalité. Il y aura des lots qui consistent en un tote bag avec dedans des livres, des DVD, des revues qui parlent du conte, de l'imagerie, de l'imaginaire, tout ça. Et la consigne, c'est d'écrire un conte à la main, lisiblement, s'il vous plaît, parce que nous nous sommes dit que ce serait intéressant de sortir des écrans, de sortir du tapuscrit, et de revenir un petit peu à cette écriture à la main, à ce rapport avec la feuille papier et le stylo dans la main. Et l'écriture. Donc voilà, et l'écriture. Donc il faut que ce soit écrit lisiblement. Si jamais ce n'est pas lisible, eh bien le conte sera considéré comme inéligible. Voilà. Il faudra qu'il fasse 3 pages, format A4 au maximum, puisque l'idée n'est pas d'écrire une nouvelle, un roman ou quoi que ce soit, c'est vraiment d'écrire une histoire, un conte, une petite histoire, donc c'est globalement assez court. Il y aura une possibilité d'envoyer par mail à l'association. Si jamais ça vous intéresse, vous pourrez vous inscrire et je vous transmettrai après les informations par mail, comme ça vous aurez le mail avec tout le règlement vraiment très précis. Mais le plus élégant, ce serait bien évidemment de jouer la carte du sans écran jusqu'au bout, de les déposer dans les 4 bibliothèques et médiathèques qui sont partenaires de notre événement, donc celle de Quillan, celle d'Esperaza, celle de Cuisa et celle de Sépi, et nous nous chargerons, nous l'association, de faire un petit tour des bibliothèques médiathèques et de récupérer tous les contes pour ensuite les dispatcher, les répartir au jury, qui se fera une joie de lire votre plus belle écriture. Ce n'est pas tout, puisque ces 4 bibliothèques médiathèques partenaires du territoire vont accueillir une exposition temporaire à chaque fois de l'artiste Aurore Cristalline avec une dizaine à vingtaine de tableaux selon l'espace proposé. Il y aura un vernissage à chaque fois, proposé avec rencontre avec l'artiste, une petite visite guidée, tout ça, et des ateliers proposés dans les bibliothèques médiathèques, donc des ateliers de calligraphie, de peinture, ou d'écriture de contes, comment créer un personnage, qu'est-ce qui fait un personnage, qu'est-ce qui fait une histoire, quel est le schéma narratif, qu'est-ce qui est important dans une histoire pour que ce soit percutant, palpitant, intéressant, enfin voilà, tout ça. Donc, Esperaza, il y aura un vernissage le mardi 14 janvier. L'exposition restera là-bas. Après, il y aura un atelier le lendemain après-midi, le 15 à 14h, sur la calligraphie et la peinture. Ensuite, nous irons à Sépi pour un vernissage le 31 janvier. À chaque fois, les vernissages sont à 18h le soir. Il y aura 2 ateliers à Sépi, un le mercredi 5 sur la création d'histoire à 14h, un sur peinture-calligraphie à partir d'un fond, d'une image inachevée de l'artiste Aurore Cristalline. Nous allons vous proposer d'imaginer ce que ce fond vous inspire. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter
sur ce fond proposé, ou alors de créer une image que vous avez en tête par rapport à ce que vous imaginez là. Et en calligraphie, je vous apprendrai à comment tracer de belles lettres pour écrire un joli titre à votre tableau. Donc voilà les comptes, les ateliers, pardon. Donc ça, ce sera à CEPI le mercredi 5 sur la création d'histoires de personnages et le mercredi 12 sur la peinture calligraphie à 14 h, toujours les ateliers. À Quillan, le vernissage sera le vendredi 21 février à 18 h. Il y aura un atelier création d'histoire et de personnages le 22, le lendemain, le samedi à 9 h du matin. Et enfin, à Cuisa, un vernissage le 21 mars et un atelier calligraphie le 26 mars à 14 h. Donc voilà pour toutes les activités autour de ces miroirs du conte, avec bien évidemment la séance rendue de Ciné-Conte en présence du jury le jeudi 27 mars, si la mémoire est bonne. Et alors, gag, on a oublié un truc. Qu'est-ce qu'on a oublié, Raphaël? C'est que nous avons ça commence par un P. Un P, comme papa. Ah. Qu'est-ce qui commence par un P et qui est une émission qu'on peut écouter sur Internet? Un Ça podcast. s'appelle un podcast. Ah mais oui. Et quel est le prix? En plus, tu vas quand même faire un cadeau à... Le prix de ce podcast, Mais c'est gratuit. C'est gratuit, mais par rapport à ceux qui vont oser faire les comptes, qu'est-ce qui va arriver Ah oui. à leur compte? Les 5 comptes sélectionnés, bien évidemment, seront mis en voix et enregistrés par mes propres soins et seront diffusés sur le podcast Les Miroirs du Conte que nous avons créé ce mois-ci justement pour l'occasion, pour l'événement et pour vous récompenser, en plus du tote bag. Où dedans il y aura mon premier livre de contes qui va bientôt sortir. Donc les 5 gagnants auront chacun, parmi le tote bag, un livre de 20 histoires que j'ai créées sur les histoires celtes des célébrations des saisons et les constellations du zodiaque. Je crois que j'ai tout dit. Pardon ? Oui, non mais Alors, maintenant que j'ai parlé de ça, on va passer à l'histoire. Faut que je mette sur le côté pour pas gêner le tableau. Beaucoup de choses à prendre. C'était une très petite fille qui s'appelait Aurore. Et sa grand-mère, elle adorait sa grand-mère. Mais sa grand-mère, elle était souvent absente. Elle adorait voyager. Elle partait parfois très longtemps dans les pays à l'Est. Elle revenait avec des turbans, des étoffes, des encens, des parfums, des plantes. Et un beau jour, elle a ramené un jeu de cartes pour sa petite fille. Mais pas n'importe quelle carte, un jeu de cartes magique. Lorsqu'elle le confia à Aurore, elle lui donna simplement ceci pour consigne. Lorsque tu seras triste, ou que ton cœur sera tout morne, et que tu ne sauras pas forcément l'expliquer, prends ce paquet de cartes, mélange-le en fermant les yeux 3 fois, puis, délicatement, prends-le bien dans ta main, tape 3 fois, une fois du majeur, une fois de l'annulaire, une fois de l'index, sur le cristal du dos des cartes, puis tire une carte. Aurore était moins petite qu'avant, alors l'idée de la magie a moins pris. Elle a posé le jeu de cartes dans un coin et puis elle a continué à vivre et a préféré mettre les étoffes magnifiques que sa grand-mère ramenait et se parfumer avec les encens qu'elle ramenait de ses voyages. Jusqu'au jour où, effectivement, bien que grande, elle sentit en elle
une tristesse incommensurable. Elle essaya tout un paquet de choses, de se distraire, d'aller faire des activités, d'aller voir un guérisseur du mental. Rien n'y fit. Elle restait triste. Un jour qu'elle paraissait à la maison en trifouillant quelques affaires, elle est retombée sur une étoffe de sa grand-mère. Dessus, il y avait un beau cristal qui lui rappela le fameux dos des cartes magiques. Sans savoir pourquoi, elle s'empara du jeu de cartes. Après tout, c'était sa dernière chance. Alors elle a pris les cartes, elle a fermé les yeux, elle a mélangé 3 fois les cartes. Elle s'est bien concentrée. Elle a entendu, comme auparavant, la voix de sa grand-mère qui lui expliquait tout. Elle a tapé sur le dos des cartes avec ses 3 doigts. Elle a pioché une carte qu'elle a grandement regardée et elle a été aspirée dans le tableau de la carte. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée à marcher sur un chemin à côté d'un petit gnome qui voyageait tranquillement avec son petit bâton et sa lanterne. À peine a-t-il vu cette humaine qu'il s'excria que il n'avait jamais vu ça. D'où venait-elle? Elle lui partagea le tour de sa grand-mère avec ses cartes. Donc, elle était au courant que les cartes étaient magiques. Alors, il lui a dit, si tu sais, viens avec moi. Je sais ce dont tu as besoin et pourquoi tu es là, et pourquoi c'est ma carte qui est sortie du jeu. Ils ont marché sur le chemin jusqu'à atteindre une espèce de porte en bois dans une colline. Il y avait de la lumière dorée, comme si c'était un soleil ou de l'or qui brillait derrière la porte. Ils se sont approchés. Le gnome a tapé 3 fois sur la porte avec son bâton. La porte s'est ouverte. Et ils sont arrivés dans une deuxième carte du jeu. Très étrange, elle ne comprit pas sur le coup ce que représentait cette carte. Il y avait un arbre et une espèce de zone de monde bleu d'où partait une lumière verdâtre qui touchait l'arbre. Ça, jeune femme, c'est le monde des rêves. Dans cette carte, tu vas apprendre à rêver. Tu vas t'asseoir contre l'arbre et tu vas te concentrer sur ton front et demander à ton front d'aller vers ce monde des rêves. La jeune femme s'assit donc contre l'arbre, suivant les indications du gnome, à fermer les yeux, à concentrer son front en lui demandant de se relier à ce fameux monde des rêves. Rien ne se passa. Mais si, avec ce que le monde des rêves va t'envoyer, tu peux créer ce que tu souhaites. Regarde cet arbre.
en puisant dans le monde des rêves, il crée une fleur, il crée des fruits, il crée la vie. Vas-y, essaye. Aurore s'est donc concentrée. Et à un moment, tombant de fatigue, elle a sombré dans le monde des rêves et elle a perçu, enfin, elle s'est créée une magnifique robe verte qui correspondait bien mieux au monde dans lequel elle se baladait. Puis, ils se sont relevés pour continuer le voyage. Maintenant qu'elle avait appris à utiliser le monde des rêves, il fallait le mettre en pratique. Changeant de porte dans la terre, le gnome l'emmena dans le repère d'un terrifiant dragon. Terrifiant, le repère, pas le dragon. En effet, il y avait du feu partout, de la lave. On ne savait pas où marcher sans se brûler. Si marcher est dangereux, volons, n'est-ce pas? Alors, le gnome a proposé à Aurore de faire comme dans le tableau précédent, d'imaginer, dans le monde des rêves, qu'elle avait des ailes et de les faire apparaître dans son dos. Ce fut extrêmement compliqué car la chaleur, le bruit du feu, de la lave l'a perturbée au plus haut point. Alors, elle a d'abord créé un endroit dans lequel elle était à l'abri de la chaleur. S'élevant un petit peu au-dessus de cette chaleur, de cette fournaise, elle a continué à rêver, et avec ce qu'elle avait appris dans le tableau précédent, elle fit pousser des ailes dans son dos pour s'élever et rejoindre le fameux dragon qui détenait une récompense à ce que disait le gnome extraordinaire. Pour toute récompense, il lui ouvrit une autre porte à traverser. Et là, adieu la fournaise, adieu la lave et le feu. Elle est arrivée à la porte d'un monde tout à fait spécial. Tout semblait fait de cristal. Même les montagnes étaient comme des cristaux immenses. La porte, le portail magique, était soulevé, lévité grâce à des ailes, d'une espèce de cygne qui caressait de son aile le ciel de ce monde. Elle avait des ailes, donc elle pouvait accéder à ce portail, mais il fallait autre chose pour entrer dans ce monde. Il fallait guérir son cœur. Cette jeune femme toute triste dut apprendre dans le monde des rêves que les émotions sont là pour nous faire voyager, pour nous faire vivre, et qu'il ne faut pas les fermer, mais qu'il faut les exposer, les montrer. Montrant ces émotions dans ce monde des rêves, elle acquit une capacité toute particulière, déjà de pouvoir entrer dans ce monde magique, mais en plus, en vivant avec rêve ces émotions, elle put revenir sur terre, là où elle était toute triste, et grâce à ce monde des rêves, elle crée de la magie. Elle était en lien avec la magie du monde. Elle pouvait se promener dans son jardin, se promener dans la nature, dans des paysages, et faire apparaître une source magique dans laquelle se baignaient des licornes ou des montagnes de cristal au-dessus desquelles des constellations tout à fait délicieuses rayonnaient.
lorsqu'elle est partie rejoindre les étoiles, elle s'est adressée à sa fille, qui elle-même s'est adressée à sa fille, à ses enfants, à chaque fois à son enfant. Et ce jeu de cartes m'a été confié un beau jour que je me promenais et que j'ai rencontré la fille d'Aurore, enfin une très arrière-fille d'Aurore, qui avait voyagé elle aussi dans toutes ces cartes et qui avait remis beaucoup de magie dans son monde et dans sa vie, grâce à l'art, aux couleurs et surtout à ses rêves et à son cœur. Merci Raphaël. Voilà. Donc là, Raphaël vous a montré un petit outil qui s'appelle le tarot, enfin l'oracle, hein, qu'il a créé avec Aurore. Et donc c'est un petit produit qui est vendu par l'association aussi pour faire voyager dans l'image. Voilà. Alors on va revenir à vous parler d'un grand imagier du cinéma, qui est ce monsieur, hein, qui s'appelle Jean-François Laguioni. C'est une photo que j'ai prise à Cannes quand je l'ai rencontré, puisqu'à Cannes, il y a eu une avant-première de son... Alors c'est About in the Garden, hein, donc un bateau dans le jardin. C'est la séance du mois prochain. Vous allez, alors Jean-François Laguioni est un peu âgé maintenant, je ne pense pas qu'il puisse venir, ou alors on le saura à la dernière minute, mais en tout cas, ce monsieur parachève finalement son parcours de cinéma par l'évocation d'un souvenir aussi qu'il a eu quand il était enfant. Voilà, j'en dirai pas plus là. Et alors peut-être dire, pour présenter ce monsieur, qu'il est né en 1939. Il est entré aux arts appliqués et très vite il a travaillé pour le théâtre. Il a fait le centre d'art dramatique et il a modélisé les petites scènes dans des espaces miniatures. Et il a tout de suite fait des ombres chinoises. Donc il a ce rapport au théâtre, au rapport à la magie. Et on va voir que dans le film qu'on va présenter là, c'est totalement intégré. Le moment important, c'est la rencontre de Paul Grimaud. Paul Grimaud, c'est le grand réalisateur du film Le Roi et l'Oiseau. Et c'est grâce à lui qu'il a appris comment on raconte une histoire, comment on scénarise et comment on monte. Et après, il a essayé la prise de vue réelle, donc dans les courts-métrages. Donc la dernière séance de une des séquences phares de l'année, ça sera la séance du mois de mars, où on aura le résultat du concours de contes et on aura les courts-métrages de Paul Grimaud. Et les conteurs et les conteuses qui seront là, nous narrerons un conte comme ce soir en lien avec la thématique. Et effectivement, Laguioni comme Grimaud ont des thématiques qui sont liées aux 4 éléments, hein, et notamment à l'élément eau. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qui caractérise Laguioni, c'est sa création dans les Cévennes, d'une société qui s'appelle La Fabrique, qui a vraiment, à un moment donné, intéressé beaucoup les producteurs étrangers. Ils ont fait des courts-métrages pour la télé. Et aujourd'hui, La Fabrique est un centre régional de l'animation qui, comme beaucoup d'institutions culturelles, est frappé par tout ce qui se passe au niveau économique, sur lequel je ne m'étendrai pas, mais qui est assez dramatique sur la gestion financière de notre pays. En tout cas, Laguioni n'a jamais vraiment baissé les bras, même si ça a été très difficile de créer, puisqu'en fait, il n'est pas sur un modèle de production à l'américaine, il est sur une coopérative où chacun est payé pareil, et c'est pas facile aujourd'hui de produire des films. Voilà. Alors, il a produit une série de courts-métrages, vous voyez, on en reparlera à la séance du 27 mars, où à chaque fois, il a travaillé différents supports. Alors, sa production de long-métrage, elle est plus intéressante, plus riche pour le grand public. Là, vous avez nos prochaines séances, donc l'avant-première de son dernier film, ça sera le jeudi 23 janvier à 20h. Donc là, on va avoir sur des séances payantes. À partir de là, on fait 5 € pour faire un petit clin d'œil à certaines personnes qui se posent des questions sur comment créer un autre système économique. On permet aux gens de payer en juin une partie du prix. Parce que c'est important de militer pour autre chose que le pognon et le profit aujourd'hui. On aura le 20 février son premier film, Gwen et le livre des sables, qui est un film magnifique. Et on aura donc la séance le 27 avec les comptes et la remise des prix. Voilà, le film qu'on voit est un hommage à Paul Grimaud. Voilà. Qui a vu Le Roi et l'Oiseau parmi vous? Quand même. Hein. Ce film existe en DVD, donc éventuellement demandez à votre médiathèque préférée de se le procurer.
Vous pourrez voir sur la chaîne YouTube de Papier Nickel la présentation qu'on a fait du film qu'on a passé l'an dernier. Voilà, alors, on se pose toujours une question, c'est qu'est-ce qui inspire un artiste? Un artiste, il s'inspire d'images et de contes ou d'histoires. Alors, notre ami Grimaud, pas Grimaud, mais je confonds, il s'inspire de Paul Grimaud, mais il s'appelle Laguioni, et Jean-François Laguioni, forcément, il s'est inspiré de ce qu'on appelle la peinture figurative, donc l'école de Paris, à partir des années 20. Donc vous allez voir dans le film des références au genre de fluide de Manet, des références à Picasso et son Arlequin, des références à Henri Matisse, des références à Modigliani, et ses très beaux portraits féminins surréalistes, et à Chagall, hein, avec la peinture très aérienne de Chagall. Voilà. Mais aussi des choses plus inquiétantes, des références à Piranèse et ses prisons, ou alors plus aériennes et un peu surréalistes, les intérieurs de Manfred Eicher. Voilà. Et aussi la sculpture de Brancusi. Vous voyez, donc en fait, ce film que vous allez voir est riche en vision graphique. Et on voit bien que Laguioni a une grande culture, puisqu'en fait, il s'intéresse à l'illustration, et vous allez voir des références à Daumier. Daumier, pour critiquer Louis-Philippe, il lui a fait une tête de poire, en disant Louis-Philippe nous prend pour des poires. Hein. Voilà, l'expression est restée. Et aussi au cinéma, vous allez voir par moments la séquence vénitienne, des références à l'expressionnisme entre Caligari et Bergman, un certain nombre de références qui sont subtiles mais bien assumées. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'entre 2006 et 2011, comme je l'évoquais, Laguioni a travaillé avec un collectif, donc il travaille avec sa femme, Annick Leray, qui est scénariste. Elle a scénarisé aussi Kiriti et la Maison des Contes, qu'on a passé, qui est un très joli petit film. Et qu'est-ce qu'il fait? En général, c'est quand même 2 ans de production pour faire un film d'animation, c'est quand même du boulot. Alors, il dit comment il travaille, je vous le lis parce que c'est intéressant. Il ne travaille pas par des storyboards, mais il fait des petits croquis très rapides sur des grands carnets. Et il n'aime pas du tout, il n'aurait pas pu faire auteur de BD parce qu'il veut libérer le dessin. Donc il n'aurait pas pu faire des storyboards ou des bandes dessinées avec des cases et des plans. En général, pour ce film-là, il a fait 2000 dessins, donc un dessin par plan sur des grandes feuilles blanches. Il les a photographiés et il a cadré en photographiant forcément. Et là, il fait ce qu'on appelle un animatique sauvage qu'il se passe et qu'il passe à ses producteurs pour montrer l'intérêt de la narration. Et puis après, il va passer à la technique. Et donc effectivement, il y a la question du financement, parce que la grosse difficulté aujourd'hui, qu'ont beaucoup de gens, c'est une fois qu'on a une idée, c'est de trouver des gens qui vont financer. Et surtout si cette idée, elle n'est pas dans la mode du réaliste, parce qu'aujourd'hui, on veut nous montrer tout ce qui est réel, le drame du monde, on veut coller à la réalité, mais dès qu'on veut faire un pas de côté aujourd'hui, pour beaucoup de créatifs, c'est très compliqué. Voilà. Et donc on va saluer Jean-François Laguioni de réussir toujours, après des grandes galères. Donc les décors, ils vont être peints à la gouache, à l'aquarelle, hein, sur des supports très variés. Donc, les figures sont dessinées sur du papier, il utilise le cellulo, c'est-à-dire les feuilles plastiques transparentes de temps en temps, mais pas toujours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs animateurs qui travaillent, il n'est pas tout seul, lui, c'est un peu le chef d'orchestre, et l'animateur, finalement, il va pouvoir animer le personnage selon un peu ses desiderata et sa personnalité. Alors voilà, quelques essais de Jean-François Laguioni pour un des personnages, le personnage de l'affiche, il va lui arriver des histoires, et elle va tomber, chuter. Aussi des petits dessins, voilà, c'est un début de séquençage, de séquence, et puis après, il va vraiment travailler ses ambiances avec un peu à l'aquarelle de temps en temps. Il va au fusain, donc voilà, et aussi en 3D. C'est-à-dire que, vous voyez, la variété, c'est pour vous montrer que voilà, ça dure 2 ans à faire un film, parce qu'il y a cette idée de toucher au plus près. Et alors effectivement, il va passer à la 3D, bien sûr à un moment donné on passe à l'ordinateur, mais alors là c'est fait par un studio d'Angoulême pour ce film. Et donc les figures, les petites sculptures virtuelles sont modélisées par l'ordinateur. Le traitement avec un logiciel permet d'imiter la peinture et va redonner un aspect de dessin en 2 dimensions. Et ça, Laguioni, il est très fervent de ça. Il ne veut pas arriver... Le pire qu'on ait fait, par exemple, c'est le petit Nicolas en film d'animation. C'est horrible. Hein. Ça n'a rien à voir avec le dessin de son P. C'est des gros machins en volume 3D, c'est dégueulasse. Lui, il ne veut pas du tout ça. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est plutôt réussi. Donc il obtient un aspect à plat grâce à l'incrustation dans un espace en 3D, comme vous allez voir l'atelier du peintre. Et vous allez voir, ce film va mélanger peinture réelle, 2D, 3D, et vous me direz ce que vous en pensez après. Alors, on a aussi un choix important de voix dans les acteurs. On a Lola, et c'est Jessica Monceau, c'est une comédienne qu'on a beaucoup tournée dans des séries comme Harry Potter, Le Mentaliste. Chloé Berthier qui donne la voix de Claire. Alors elle est, si vous aimez Kristen Dunst au cinéma, c'est elle qui la double.
vous avez Michel Vignay qui joue le capitaine. Alors lui, souvent, c'est Mickey Rourke au cinéma, et dans les John Travolta, dans Pulp Fiction, par exemple. Parce que c'est des métiers, ça, doubleur. Hein. Pour beaucoup d'acteurs, c'est aussi une façon de gagner leur pain. Alors, le peintre de Venise, il est joué par John Barney, hein, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Jean-Pierre Mocky, avec Jean-Paul Rapneau sur Les Mariés dedans deux. Pierrot, c'est Serge Fallu qui fait la voix d'Adam Sandler et de Tom Cruise de temps en temps, vous voyez. Et enfin, Jean-François Laguioni, et ben vous allez le voir lui-même dans l'autoportrait et le peintre. Voilà, il va être présent là. Alors, la musique, il faut en dire un mot, c'est important, parce que ça va vous donner une ambiance. C'est une musique de Pascal Le Pennec. Alors, pour Laguioni, la musique, c'est de la vie en plus. C'est une musique qui ne va pas surligner les émotions données par l'image, mais va venir, comme chez Kubrick, hein, faire de l'extra-diégèse, c'est-à-dire rajouter une intention, une émotion en plus, qui vous séduira ou pas. En tout cas, ce qui est important, c'est que ce film, il a quand même eu le prix Salsa de la meilleure musique originale, et le travail s'est fait vraiment sur des mots-clés. C'est-à-dire que Laguioni a vu Pascal, il lui a dit voilà, là j'aimerais sur cette scène que tu me fasses une musique acide, sur celle-là une musique tendre, une musique douce. Donc ils ont travaillé là-dessus et ils ont utilisé un certain nombre de styles musicaux, notamment on a la farandole dans la scène de Venise, et vous allez voir que ça donne du cachet. Voilà, je vous souhaite un bon film, donc n'oubliez pas de rester à la fin, puisque je vais recueillir un peu vos impressions. On va essayer de voir le parcours des personnages, voir quelques images clés, et à partir de ces images clés, essayer de comprendre le sens philosophique du film, puisque on pense, comme Jodorowsky, que la vie est un conte et qu'il nous s'agit de nous réveiller quand on voit des images et non pas de nous endormir. Et il y aura quelques questions aussi de compréhension, c'est-à-dire tout ce que je viens de vous dire, là, il y aura 2-3 questions qui vous permettront de gagner une revue, qui est la revue Papier Nickelé, que j'anime en partie avec Yves Frémion, et c'est une revue sur l'imagerie populaire. Voilà, je vous souhaite un bon film, on se retrouve dans 1h15.